1972, suppression de l'inégalité juridique entre enfants naturels et légitimes. 1999, même si ce n'est pas le mariage, mais nous doit de parler du Pacs, puisque nombre de couples hétérosexuels ont choisi, et j'ai donné les chiffres tout à l'heure, traduire leur engagement par un Pacs plutôt que d'aller se marier. Et puis, depuis 1804, il y a eu une multiple modification de l'âge minimum requis pour se marier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir célébré des mariages, au moins pendant 10 ans où j'étais maire adjoint d'une autre commune, tient à rappeler que l'engagement de deux personnes qui se marient aujourd'hui devant un élu à la mairie, on leur demande de répondre à des questions qui vérifient les articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil. On a rajouté récemment les articles 220 et 371.1, donc à moins que quelqu'un veuille se marier ici dans la salle, je ne vais pas en donner la lecture complète, et puis, mais c'est bien de le savoir. Quand on se marie aujourd'hui civilement, on respecte un certain nombre de règles fixées par la République et on s'engage seulement et pleinement là-dessus, et pas sur autre chose. Article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance. L'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Je ne vais pas tous les citer, je vous ai dit, mais article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, puis il y a d'autres dispositions sur la famille, l'autorité parentale, etc. Voilà ce sur quoi s'engagent aujourd'hui des couples qui se marient. Autre sujet que je voulais aborder, et qui est bien naturel, qui est de se dire, mais pourquoi n'a-t-on pas fait évoluer le pacte civil de solidarité, le PACS? Pourquoi traduit-on aujourd'hui par la volonté d'une évolution du mariage ce qui est une évolution de la société? Eh bien, parce que le PACS n'a pas le même degré de formation. Quand deux personnes signent ensemble un PACS, ils s'engagent non pas sur les articles du Code civil que je viens de dénoncer, mais sur un papier signé souvent devant notaire, mais ce n'est même pas obligé, et sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup d'obligations. Le PACS n'a pas non plus les mêmes droits en termes de dissolution. Et le PACS n'a pas les mêmes effets. Je parlais tout à l'heure de la pension de reversion, des droits à la succession, d'acquisition de la nationalité entre une personne française et un conjoint pacsé qui ne le serait pas, puisque vous savez que quand on est conjoint de Français en étant marié et qu'on a la nationalité étrangère, ça facilite l'acquisition de la nationalité française. Ce n'est pas le cas pour le PACS et ce n'est pas le cas non plus pour la facilité pour acquérir un titre de séjour. Et donc la question qui aurait pu être posée, c'est pourquoi ne prend-on pas l'ensemble de ces points, on les met dans le PACS et puis on garde le PACS? Je pose dans ce cas-là la question, si on met la même chose dans le PACS, de ce qu'il y a dans le PACS actuellement, on rajoute les points que j'ai donnés, puis peut-être quelques autres, et qu'on appelle ça PACS plutôt que mariage, eh bien, je ne vois pas, si les différences légales n'existent plus, je ne vois pas pourquoi deux choses identiques porteraient de noms différents. Et donc, ça fait partie des points qui m'ont convaincu moi-même, parce que vous avez dit que vous avez évolué, mais tout le monde peut aussi évoluer dans sa réflexion, de me dire que finalement, c'est l'institution du mariage qu'il fallait sans doute faire évoluer. Enfin, peut-être quelques points pour ne pas être trop long et laisser la place à la discussion, effectivement, aux citoyens qui sont là. Je voudrais quand même préciser sur les questions d'adoption qu'aujourd'hui, il y a deux modes d'adoption pour les couples homosexuels, mais aussi pour les personnes célibataires, qu'on appelle l'adoption simple, où l'enfant adopté garde des liens, notamment des liens, j'allais dire, comme le nom des parents adoptifs qui s'ajoutent au nom d'origine, c'est ce qu'on appelle l'adoption simple. Puis il y a l'adoption plénière, qui est une forme d'adoption qui rompt tout lien de filiation entre l'enfant et ses parents biologiques. Ce sont les deux formes d'adoption qui existent aujourd'hui dans notre droit. Ces deux formes d'adoption ne sont absolument pas modifiées par ce projet de loi. Donc, encore une fois, pour les couples hétérosexuels, ça ne modifiera rien. Pour les personnes célibataires qu'ils voudraient adopter, ça ne modifiera rien. Simplement, effectivement,
les couples homosexuels qui d'ores et déjà élèvent un enfant verront sécuriser les possibilités d'adoption parce qu'elles y auront un droit entier, que ce soit l'adoption simple ou l'adoption plénière, je pourrais y revenir. Enfin, la pratique de reconnaissance de l'homoparentalité existe. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui dit vouloir adopter un enfant, qui va devant les services de l'aide sociale à l'enfance, y compris dans notre département, et qui fait part de sa situation, non pas matrimoniale, mais sa situation de couple homosexuel. Aujourd'hui, très concrètement, dans les faits, ça n'est pas un obstacle à l'adoption. Dans la pratique, si le couple est jugé par les travailleurs sociaux comme suffisamment stable, si le projet éducatif est jugé solide, eh bien l'adoption, et il n'y a pas d'obstacle à l'adoption. Le dernier point que je voulais évoquer devant vous dans cette intervention liminaire, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas eu, ce que j'ai entendu beaucoup, notamment dimanche dernier, il n'y a pas eu assez de débats. Bon. Alors débat, déjà nous en faisons un. Je vous remercie, vous et les intervenants d'y être. Plus globalement, des débats, il y en a eu. Ce projet de loi, il n'a pas été déposé la semaine dernière par le gouvernement. Encore une fois, c'était peut-être pas le sujet déterminant, mais en tout cas, le candidat François Hollande, devenu président de la République, en avait parlé pendant sa campagne électorale. Et pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, la procédure maximale de débat, à la fois en durée et j'allais dire en qualité, a été choisie. En 2 mois, il y a eu 80 personnalités qui ont été auditionnées. Des professionnels du droit, des ethnologues, des sociologues, des psychiatres, des associations familiales, les personnalités religieuses, des juristes, des parlementaires étrangers, des familles homoparentales, et tout est disponible, j'allais dire, sur le site de l'Assemblée nationale. 900 pages de contributions écrites ont été déposées, et puis, puisque j'ai annoncé tout à l'heure que le débat allait commencer le 29 janvier à l'Assemblée nationale, il y a 31 séances à l'Assemblée nationale qui sont prévues à partir du 29 janvier, et y compris les samedis et dimanches 2 et 3 février, 9 et 10 février, si besoin est, pour pouvoir débattre pleinement de ce sujet entre parlementaires. Pourquoi autant de temps consacré? Parce que, évidemment, c'est une évolution. Et je ne vais pas nier que c'est une évolution, et j'entends, moi, les réticences, et c'est aussi pour pouvoir les entendre, et pour certaines pouvoir y répondre, que j'ai voulu co-organiser ce débat ce soir. Mais je pense qu'il est important que la société joue son rôle, que les opposants puissent s'exprimer de diverses manières aussi, mais je le dis très concrètement, il est important aussi que les parlementaires fassent leur travail à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont favorables au texte, comme ceux qui sont défavorables. Et je ne peux pas entendre, sur le seul fait de se dire que le débat n'aurait pas été suffisant dans la société, que les parlementaires qui sont opposés à ce projet de loi ne jouent pas leur rôle de parlementaire. Comme vous le savez, j'ai été parlementaire dans l'opposition pendant 5 ans. Je savais qu'en rentrant dans une salle à l'Assemblée nationale, il y avait peu de chances que mon point de vue devienne majoritaire. Bon, ça a été le cas sur quelques sujets, mais majoritairement, ce n'est pas le cas. Par contre, il faut qu'on puisse débattre. Et je le dis d'autant plus que il y a eu des évolutions dans le travail de commission qui s'est achevé cette nuit, notamment sur le fait de dire, c'était revenu dans les auditions, c'était revenu à plusieurs reprises, le fait de dire qu'il fallait au maximum garder les notions de père et de mère dans le Code civil. Eh bien, il y a un amendement qui a été déposé par le rapporteur, Erwan Binet, qui a fait, je trouve, un travail remarquable de précision, j'allais dire, dans ce texte, que je vous ai amené, qui a été adopté, et qui, bien sûr, élargit aux couples de même sexe un certain nombre de dispositions légales, je l'ai dit, je ne vais pas être beaucoup plus long là, mais qui a changé le texte de loi, tel qu'il avait été proposé par le gouvernement, pour laisser au maximum dans le Code civil les notions de père et mère, tout en disant que pour des couples de même sexe, on ouvre la possibilité aux parents, dans ce cas-là, un certain nombre de dispositions. Voilà ce que je voulais dire, j'espère que je n'ai pas été trop long, si sans doute, avec le regard amusé d'André Cuzon, et je lui passe la parole. Je crains surtout qu'il n'y ait pas suffisamment d'opposants, parce qu'on n'est pas là pour servir la soupe au gouvernement.